Go. Allez. Alors, du coup, on va vous présenter avec Maître Benagès les informations sur la déclaration de la pharmacovigilance, les dossiers ONAM et les procédures contre l'État. Moi, je représente Solidéclat, donc c'est une association qui a été créée il y a à peu près 2 ans pour l'aide à la déclaration des événements secondaires suite à la vaccination Covid-19. Donc, on est des groupes de soignants qui a pour but de faciliter les démarches administratives de la déclaration des faits secondaires. Pour vous donner un petit ordre d'idée de l'ampleur d'une déclaration, hein, c'est du début de l'appel jusqu'à la réponse de l'envoi du dossier au centre de pharmacovigilance, c'est à peu près 4 à 5 heures de travail par dossier. Donc on imagine que la démarche est complexe pour les médecins en cabinet pour un généraliste ou un spécialiste de faire lui-même la déclaration, surtout que, comme on disait tout à l'heure en off avec Maître Benagès, la, la démarche administrative est très lourde, très abscon, c'est assez complexe. Et même ça, on s'y perd, même il y a des délais administratifs très longs, les réponses, voilà, c'est un peu un embrouillamini. Je vais éclaircir ça justement après pour que vous puissiez un petit peu avoir une vue d'ensemble de ce qu'est une déclaration d'événements indésirables de quelconque médicament, que ce soit une vaccination ou un autre médicament. Donc, juste pour présenter vite fait Solidéclat, notre constat de base, c'était il y a 2 ans, on avait plusieurs médecins et soignants, c'était qu'il y avait une sous-déclaration majeure notable, hein, on le sait déjà même avant le Covid, hein, entre 1 à 10% des effets sont déclarés, selon certaines études, et là il y avait vraiment un gros problème de sous-déclaration avec dans nos différents cabinets on voyait des gens arriver avec des troubles et des problèmes dont on suspectait fortement le lien avec la vaccination Covid-19. Et donc il fallait entamer les procédures, entamer les choses. Et donc on a essayé d'éclaircir tout ça à l'aide de juristes. Amin Umli nous a pu nous guider aussi par ses connaissances et d'autres partenaires aussi. Et ensemble, on a pu débroussailler un petit peu la zone obscure de la déclaration et pouvoir mettre un peu de lumière dans tout ça. Et donc pour faire simple, pour expliquer comment on peut faire, il y a 2 manières de déclarer un effet secondaire. Donc les différentes manières pour déclarer un effet secondaire, vous pouvez la faire de manière citoyenne. Donc ça veut dire n'importe qui, même pas un soignant, même pas. Vous allez sur le site de la NSM, donc l'Agence nationale de sécurité des médicaments, et vous pouvez faire une déclaration en votre nom, citoyenne, pour pouvoir déclarer, voilà, je sais pas, je dis une bêtise, mais suite à prise de tel médicament pour je sais pas, la thyroïde, j'ai eu tels effets. Et, donc vous pouvez faire votre déclaration tout seul. Le problème, c'est que les agences nationales, les CRPV, les centres de pharmacovigilance régionales, ne sont pas forcément obligés de tenir compte de votre dossier, parce qu'ils en reçoivent beaucoup, et vous n'êtes pas prioritaire du fait que vous êtes citoyen et pas profession de santé attitrée, et donc vous n'êtes pas en haut de la pile, quoi. Donc ça peut être, les délais peuvent être très longs, très complexes, et les dossiers peuvent être perdus. Donc la manière la plus efficace pour qu'il y ait une déclaration qui soit faite, c'est quand c'est un soignant qui le fait, et pas n'importe quel soignant, il y a 5 soignants. Donc c'est un médecin, qu'est-ce que ce soit, généraliste ou spécialité, une sage-femme ou un sage-femme, un chirurgien dentiste, pharmacien et infirmier. C'est les 5 professions qui, si elles font la déclaration dans leur domaine de compétences, hein, forcément, sage-femme ne va pas travailler sur les problèmes dentaires et inversement, peuvent passer de manière prioritaire dans les centres de CRPV et être analysés plus en profondeur. Donc nous, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est pour ça que c'est des soignants qui s'occupent des déclarations, qui réunissent les informations médicales des patients, et le médecin va créer le dossier et l'envoyer au CRPV. Et donc, après, derrière, par contre, ce n'est ni à nous, Solidéclat, ni aux citoyens, ni aux médecins, de faire ce qu'on appelle l'imputabilité du dossier. Vous pouvez avoir, ou même nous-mêmes, on peut avoir une forte suspicion qu'un problème soit venu après une injection, mais le problème, c'est pas à nous de dire si c'est vrai ou pas. Ça va être le centre de pharmacovigilance, le CRPV, qui va dire oui, c'est imputable, oui, tel problème a provoqué telle chose, telle injection ou tel médicament a provoqué telle chose, et avec différents grades.
Et une fois que c'est reconnu, là, on peut emmener après avec les procédures que Maître Benagès va détailler un peu plus. Mais c'est le point de départ de beaucoup de démarches derrière, de reconnaissance pour un emploi, pour au niveau juridique, même au niveau personnel, ou, qui puisse permettre justement d'aider à reconnaître ces différents effets. Sachant qu'aussi, ça semble un peu une goutte d'eau noyée dans un océan, mais savoir que les centres de pharmacovigilance fonctionnent par quantité de signal. C'est-à-dire que, je vous dis un chiffre au hasard, s'ils ont moins de 1000 dossiers, ils ne vont pas comptabiliser ça comme un effet secondaire. Mais si au bout de 1000 dossiers, un chiffre au pif, hein, ils voient qu'il y a tant de troubles du cycle après une injection, et ben ils vont se dire, ah bah tiens, trouble du cycle, il y a de fortes chances que ça soit un lien, on va rechercher un peu plus. Donc il y a un effet de masse, de quantité, et c'est pour ça que c'est important de faire les déclarations, même si ça semble illusoire et qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance derrière de la part du centre de pharmacovigilance. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de reconnaissance tout de suite, mais a posteriori, il pourrait y en avoir une s'il y a une suffisamment grande quantité de démarches et de dossiers, et puis que l'opinion publique change aussi de ce côté-là. Voilà principalement pour nous, pour les démarches. On va dire d'autres précisément. Après, je fais un peu de la promo pour nous. Si vous voulez contacter Solidéclat pour des déclarations, c'est sur internet, c'est solidéclat.info. On a un numéro de téléphone aussi, c'est le 01 89 48 02 87, où là on a des coordinatrices en fonction des régions qui vont vous prendre en charge et faire en sorte de vous aiguiller vers les bons soignants pour aider au niveau des déclarations, qui vont expliquer la mise en place, les différentes démarches, qui font super bien leur travail. Et sachant que toutes les données qui sont données, alors c'est pas anonymisé, c'est pseudo-anonymisé. Ça veut dire qu'on garde les 2-3 premières lettres des noms et des prénoms. Mais nous, Solidéclat, on ne garde aucune donnée médicale. Donc il n'y a aucun dossier de patient qui reste de données de santé. C'est le médecin qui a envoyé le dossier, qui garde dans son fichier de patient, comme n'importe quel patient qu'il aura, et qui va pas être l'interlocuteur privilégié des centres de CRPV. Parce que c'est pas que dans un sens une déclaration. Souvent, les centres de CRPV vont rappeler les médecins qui ont fait la déclaration pour un patient. Ils vont leur dire, ah bah qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça, ou alors est-ce que vous êtes bien sûr que vous avez fait un lien avec ça. Et là, le soignant, il va dire, bah oui, il y a telle analyse, ou ah bah non, vous avez raison, bah attendez, on va refaire une analyse et on va voir si ça corrobore ce que j'ai dit ou pas. Et il y a un échange comme ça qui est fait. Et donc c'est pour ça que c'est plus intéressant pour les centres de pharmacovigilance quand les déclarations sont faites par un des 5 professionnels que j'ai cités tout à l'heure, parce qu'ils peuvent avoir un interlocuteur qui comprend ce qu'ils disent, qui comprend leurs demandes. Et c'est pour ça que souvent ces dossiers-là passent en priorité et sont privilégiés. Donc voilà, par rapport à ça, et je rappelle, c'est vraiment eux qui font l'imputabilité. Ce n'est pas les soignants, c'est pas votre médecin ou chirurgien ou pharmacien qui pourra dire oui, c'est bon, c'est sûr, votre problème vient de là. Légalement, ça va trouver la lettre pour te dire un peu plus, c'est eux qui font foi, entre guillemets, pour dire ce qui est en lien, ou ce qui est une causalité ou pas. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? J'ai une question. Par rapport justement à la déclaration, la NSM a arrêté de publier les résultats à partir de août, je crois, 2023. Et pourquoi? Est-ce que vous avez une raison? La raison, je ne sais pas. Ce que disait docteur Jean-Jacques Coulomb tout à l'heure dans l'auditorium ce matin, il disait que les médecins ça dépend des différents centres, mais les médecins ont des échanges avec les CRPV. Donc ils voient bien que de l'autre côté, on veut dire qu'il y a de l'autre côté de la barrière, il y a un échange qui s'est fait. Donc si blocage il y a, ça ne vient pas forcément des CRPV. Si blocage il y a, ça peut venir des institutions, l'étape d'après. Donc l'étape d'après, ça peut être ou le ministère, ou l'Europe, ou autre chose, qui fait qu'il y a un blocage, qu'il y a une difficulté d'accessibilité, par exemple, au numéro de lot des vaccins. Ça semble anodin comme ça, mais on en a besoin pour faire la déclaration. Donc, mais voilà, les démarches sont encore possibles, ça reste compliqué, c'est encore possible. Donc voilà, il y a des méandres un petit peu administratifs. Et il doit y avoir un moment où, dans le tuyau de l'administration, il y a un pincement et ça bloque. Mais au moins jusqu'au CRPV, on a, nous, des dossiers, sans citer de nom, bien sûr, qui sont acceptés, qui sont reconnus.
Donc ça fonctionne. Jusque-là, ça fonctionne. Et vous savez le nombre de cas alors? Parce qu'ils sont arrêtés à peu près à 200 000, donc 25% d'effets secondaires graves. Ouais, on peut pas, on va avoir que les chiffres qu'on a nous, et encore on les a pas parce que ce sont des données secrètes du médecin vis-à-vis de son patient, donc ça ne regarde pas en fait, ça ne regarde plus. Donc il faut que les données soient anonymisées par un truc vraiment très spécifique dans une étude particulière. Enfin voilà, on peut pas utiliser des données de patients comme ça. Donc je ne peux pas vous répondre précisément là-dessus. Mais en tout cas, la démarche marche au moins jusque-là. Donc il doit y avoir un pincement quelque part. Oui. Est-ce qu'il y a une information décente? Je veux dire par là que EudraVigilance côté européen a déjà une base de données avec une expérience de terrain. Est-ce que ça inspire et ça informe de nouveau aussi du haut vers le bas, comme on pourrait l'exiger du bas vers le haut? Par exemple, comme un courrier du ministère. Pour analyser mieux la situation avec l'expérience européenne. Pour l'instant, j'ai rien vu passer dans ce sens-là, mais c'est plutôt silence radio. Donc, après, on sait que c'est compliqué les démarches. C'est une grosse bombe politique, donc j'imagine qu'ils veulent peut-être pas trop s'y mêler. Donc, mais ça, après, c'est plus de notre ressort, quoi. Okay. Mais d'un autre côté, nous, on fait que de manière ascendante, mais à force, s'il y a une digue qui bloque avec suffisamment de courant, la digue elle va sauter. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'actions. Maître Benagès nous parlait des actions ONIAM et tout, et ça c'est certainement un levier très puissant aussi pour faire écrouler cette digue. Donc je pense qu'ensemble on va y arriver, c'est certain. Est-ce qu'il y a des délais pour faire une déclaration? Par exemple, un effet qui arrive avant les 15 jours, parce qu'on avait entendu parler qu'avant 15 jours, c'était par des fins misérables. Ou est-ce que si 2 ans après, on se dit, bah si, tiens, je ne l'ai pas fait, est-ce que j'aurais... Vous pouvez faire, il y a des pathologies, il y a même des dossiers qui ont été faits 1 ou 2 mois après l'injection, et des pathologies qui ont réémergé plus tard, et on fait des rajouts. En fait, on dit le dossier, il y a 2 ans, le dossier Madame Intel a été reconnu pour trouble du cycle, et là ça s'est rajouté, trouble de la thyroïde. Et on va rajouter le dossier, donc on peut rajouter avec les années des choses, des demandes, ou même les problèmes peuvent se déclencher bien plus tard. On les a vus déjà avec les médicaments avant, Distilbène, Mediator, Vioxx et compagnie. Les problèmes ne sont pas déclenchés forcément tout de suite. Si on se rappelle le problème du Distilbène, c'était quand même plusieurs mois, les utéros déformés, machin truc. Donc non, il n'y a pas de. S'il y a un problème qui émerge, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas à vous ni aux vos médecins de dire que c'est la cause. Il faut que ça puisse être, que le dossier soit suffisamment étayé pour que le centre de pharmacovigilance dise oui, il y a 2 ans c'est vrai, mais je vous dis une bêtise, on a 500 personnes qui au bout de 2 ans déclenchent, je sais pas, une perte de cheveux. Votre perte de cheveux, elle est liée à ça. Donc peut-être pas. Mais donc non, la déclaration, il faut la faire. Il cherchait une idée. Ouais, je sais pas, c'est l'inconscient qui a dû parler. Donc, un cancer qui survient 3 ans après, c'est toujours le temps de déclarer. Ouais, oui, parce qu'en fait, la déclaration ne veut pas dire forcément imputabilité. Donc tentez. Qui joue gagne, et puis c'est parti. Une autre question, est-ce que les soignants retraités peuvent faire des déclarations? Alors je reprends la question, la dame demandait si les soignants retraités peuvent faire une déclaration. Les soignants retraités peuvent aider à la déclaration. Après, il y a différents statuts dans la retraite, ça dépend s'ils ont gardé une activité ou pas, parce qu'en fait, c'est leur cotisation au Conseil de l'Ordre qui prédomine de tout ça. Et le numéro RPPS. Donc, s'ils ont encore ça, c'est possible. S'ils ne l'ont pas, ça sera juste des simples citoyens qui vont avoir une belle connaissance, c'est clair, mais qui ne pourront pas mettre leur tampon médecin, docteur machin, a fait la déclaration. Donc, mais par contre, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi à Solidéclat. On recrute aussi des retraités parce qu'en fait ils nous aident. Ils aident en amont à réunir tout le dossier, tout le machin. Comme je disais, c'est 4 à 5 heures de boulot. Si ils peuvent être pas forcément qu'un soignant à se taper les 4 heures de boulot, ça permet de réduire la charge administrative. Donc s'il y a des petites mains qui peuvent aider avec leur connaissance, avec leur rigueur scientifique et médicale,
carrément, c'est toujours prenant. C'est 4 à 5 heures de travail pour remplir un dossier de pharmacovigilance. Alors, entre le moment où la personne appelle par exemple notre numéro à la coordinatrice pour la première fois au téléphone et le moment où le dossier est envoyé, où le médecin envoie le dossier au centre de pharmacovigilance. Donc dedans, il y a l'accueil de la personne qui est en détresse profonde. D'ailleurs, une association s'est montée pour ça il n'y a pas longtemps, la SOS effets secondaires, voilà. Merci. Et parce qu'il y a un réel besoin, il y a une réelle détresse. Déjà, ça prend pas mal de temps. Puis après, il y a la réunir les différents documents médicaux. Et comme le décrivait le docteur Jean-Jacques Coulon tout à l'heure dans l'auditorium, les gens qui souffrent de Covid long ont souvent un brouillard mental, des problèmes de cohérence, des difficultés, une fatigabilité. Donc imaginez déjà, enfin moi je me mets à la place des gens, déjà la compta ça me donne des boutons. Alors si en plus on doit rajouter il y a une fatigue, une brouillard mental, enfin c'est comme faire sa comptabilité après une gueule de bois du 1er janvier quoi, c'est pas possible. Donc j'imagine la lourdeur que ça peut être pour eux. Donc tout ça cumulé fait que ouais. Alors après c'est sûr que dans un cabinet médical, le médecin généraliste par exemple, ça lui prend un peu moins de temps parce que ses patients il les connaît. Donc il a déjà les dossiers, il a déjà les choses. Mais on est quand même, ça prend pas 5 minutes quoi. C'est pas juste un clic et puis ça envoie. Et c'est pas rémunéré pour le coup. D'autres questions? Oui. Oui, pardon. On voit effectivement beaucoup de cancers. Enfin, moi, en tout cas, autour de moi, j'en vois beaucoup qui se finissent bien souvent par des décès. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'on sait maintenant, est-ce qu'il y a des statistiques qui peuvent dire si ces personnes-là sont vaccinées, non vaccinées, etc. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais rien eu au niveau de... À ma connaissance, pas en France. Puis comme vous disiez tout à l'heure, les données ont été coupées depuis plusieurs mois, donc difficile d'avoir un retour là-dessus. Et les statuts vaccinaux ne sont pas dits en France à l'heure actuelle. D'autres pays, je crois, oui. Je ne sais plus lequel, Angleterre, je crois, ou Nouvelle-Zélande. Pierre Chariot dit, je crois que c'est que l'Angleterre. C'est que l'Angleterre, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Donc, la CADA qui n'a jamais donné les données. L'Irlande aussi, je crois. Donc, il y a certains pays qui le font, mais dans tous les cas, nous, on ne peut pas forcément avoir plus de retours, comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est pas forcément descendant, quoi. Nous, notre démarche, elle est principalement ascendante. Et comme vous disiez tout à l'heure, la digue, à un moment donné, ça va sauter, ouais. Elle va sauter, puis ce sera la France, la dernière qui sautera. C'est possible, là. C'est les Gaulois réfractaires, hein. Ouais. C'est ça, c'est Astérix et Obélix, hein. Un peu pareil. Peut-être, je sais pas. D'autres Et questions? les réfractaires sont peut-être à l'Élysée, c'est pas une question, c'est une Oui. affirmation. Ouais, Exactement. peut-être. D'autres questions? Donc du coup, je laisse la parole à Maître Benagès. Donc, on a deux interventions complètement complémentaires. Donc moi, Maître Benagès, je suis avocat au barreau de Clermont-Ferrand, mais je travaille sur toute la France. Je représente de nombreux soignants qui ont été suspendus car non vaccinés. Je représente de nombreux médecins également qui font l'objet d'attaques par les conseils de l'ordre. Et j'ai représenté le docteur Amine, qui est pharmacien justement pour tout son travail, qui a été sanctionné au regard de tout son travail par rapport à la pharmacovigilance. Et docteur Amine est également juriste. Il a un master 2 en droit de la santé. Et donc tous les deux ensemble, on travaille sur la partie indemnisation suite aux effets secondaires de la vaccination. Donc là, vous avez la partie déclaration qui est exposée. Nous, on travaille sur tout ce qui va être comment la personne qui a été vaccinée, qui a des effets secondaires, va essayer d'être indemnisée au regard du préjudice qu'elle a subi. Donc, tout d'abord, il faut que cette personne ait subi un préjudice. Et bon, c'est relativement facile quand on a des effets secondaires de démontrer un préjudice, puisqu'il y a à minima un préjudice lié au fait que la vie privée va être impactée, quand bien même il n'y aurait pas de répercussions quant au travail, etc., etc. On arrive toujours à démontrer qu'il y a un préjudice. Donc, la question se posait, comment on fait pour que ces personnes puissent être indemnisées? Qui attaquer? Devant quelle juridiction? Etc. Donc, le premier réflexe, ça aurait été de dire, on attaque le laboratoire. Seulement, il y a des conventions qui ont été passées entre l'État et le laboratoire pour que l'État se substitue au laboratoire. Je parle par rapport au vaccin, hein,
justement, et que l'État endosse la responsabilité en cas d'effets secondaires liés au vaccin. Donc, nous, on a choisi d'attaquer l'État et en faisant en parallèle une action ONIAM. Donc, je vous dis, vous pouvez très bien avoir des avocats qui vont vous dire il faut attaquer le laboratoire, il faut attaquer le laboratoire. Bref. Donc, pourquoi pas, nous, c'est Amine Ouni et moi-même, dans les actions que l'on entreprend, on n'attaque pas l'État, parce qu'on n'attaque pas les laboratoires, parce qu'on considère que c'est relativement voué à l'échec. Donc, on part sur 2 actions. L'action ONIAM, c'est une organisation nationale qui vise à indemniser les victimes de maladies nosocomiales au sens large, d'erreurs médicales, etc. C'est-à-dire que c'est un organisme, c'est la solidarité nationale. C'est-à-dire à partir du moment où une personne va être victime d'une erreur médicale, d'un incident à l'hôpital, etc., ça peut être pris en charge par la solidarité nationale et, bien entendu, tout ce qui va être effet secondaire suite à la vaccination rentre dans le cadre de l'action de l'ONIAM. Alors, l'ONIAM, c'est important, sont des actions qui se prescrivent en 10 ans. On est sur des actions schématisées amiables, alors que les actions indemnitaires contre l'État, on va être sur du contentieux. Une action contre l'ONIAM, une action devant l'ONIAM, ça se prescrit de 10 ans, et une action contre l'État, c'est 4 ans, à compter du moment de l'élément qui va déclencher le préjudice. Donc nous, pour plus de sécurité, pour les personnes qui ont des troubles, on engage les actions ONIAM et État en même temps, en sachant qu'une action ONIAM est prescrite de 10 ans, et on a des jurisprudences qui nous exposent que si on fait l'action ONIAM et que l'ONIAM ne nous donne pas raison, ou alors raison que de manière partielle, on peut faire un recours contre la décision de l'ONIAM en elle-même. Mais vous voyez l'intérêt, pour le moment où on est dans les délais de prescription quadriennale, c'est de multiplier les actions État et ONIAM. Donc l'action ONIAM qui est amiable n'empêche pas de faire une action indemnitaire. Ensuite, si vous obtenez gain de cause face à l'ONIAM, l'État va dire vous avez déjà obtenu et c'est pas la peine d'aller plus loin. Par contre, si vous n'obtenez pas gain de cause ou de manière partielle devant l'ONIAM, le fait d'avoir fait une action contre l'État vous fait gagner du temps. Nous, on fait les deux pour multiplier les chances de succès. L'action devant l'ONIAM, donc, c'est une action qui va être amiable, où on va présenter un dossier. Donc là, c'est dans notre binôme, Amine Ouni et moi-même, c'est Amine qui s'en occupe. Donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail précisément de comment on monte le dossier, mais Amine était expert en pharmacovigilance, donc il connaît vraiment tous les éléments à mettre en avant dans le cadre d'un dossier ONIAM quand vous avez été victime d'une vaccination qui fait l'objet d'effets secondaires. Donc ça, c'est sa partie pour monter le dossier ONIAM. Et ce dossier que l'on monte ONIAM permet de monter en parallèle le dossier responsabilité contre l'État. Donc le dossier ONIAM, comme je dis, c'est prescription de 10 ans, mais ça permet d'avoir des décisions qui sont plus rapides que celles des juridictions administratives. Et l'ONIAM, au regard du dossier, va pouvoir vous dire, oui, au regard des pièces que vous avez, le dossier, on vous donne soit pas du tout gain de cause, vous n'avez rien, soit gain de cause partiel, soit gain de cause total. Quand on a gain de cause total par rapport au préjudice qui est demandé, eh bien j'ai envie de dire, ça s'arrête là et on peut se désister de l'action devant l'État. Si l'ONIAM dit vous n'avez pas gain de cause ou partiel, on peut continuer l'action contre l'ONIAM et contre l'État. Vous me suivez tous, hein? C'est bon? Ok, parce que vous voyez, ça part dans plein de directions. C'est normal. Voilà. Donc, l'ONIAM, on commence par l'ONIAM pour déjà monter le dossier, et le dossier permet de faire l'action contre l'État. Et l'action contre l'État, on va faire une action indemnitaire. C'est comme les actions que font les soignants qui ont été suspendus et qui ont perdu leur salaire.
il faut 3 choses pour faire une action indemnitaire contre l'État. Il faut une faute de l'État. La faute, c'est le fait d'avoir autorisé la vaccination et d'avoir permis au laboratoire de vacciner avec un produit qui va vous donner des produits secondaires. On n'est pas en train des effets secondaires. On n'est pas en train d'attaquer sur la licéité de la vaccination. Vous comprenez? La vaccination a eu lieu, voilà, ça c'est un autre débat, d'autres actions. Là c'est, j'ai des effets secondaires, la faute vient du fait que vous m'avez injecté un produit, ça pourrait être un produit, n'importe quel vaccin, hein. Ça pourrait être un vaccin qui a pignon sur rue, comme ce que l'on nous injecte, et j'ai du mal à le qualifier, mais je vais le qualifier de vaccin, parce que c'est comme cela qu'on va le qualifier devant le MIAN ou les juridictions administratives. Parce qu'on ne va pas leur dire, vous m'avez injecté un poison, quelque chose que ceci. Si vous partez dans ce débat-là, c'est fini. Donc, il faut rentrer, avoir leur vocabulaire. C'est un vaccin. On vous a injecté ce vaccin, et c'est ça la faute, parce que c'est ce vaccin qui a fait que j'ai des effets secondaires. La faute, il faut le préjudice. Donc le préjudice, j'ai perdu mon emploi, je ne marche plus, problème de santé, etc., etc. Et souvent, si vous avez des arrêts maladie, vous avez la caisse d'arrêt maladie, la caisse d'assurance maladie qui va se joindre à la cause. Et puis le lien de causalité. Il faut démontrer qu'il y a un lien de causalité entre votre préjudice et la vaccination. Donc ça, c'est le travail des juristes aussi, de dire, voilà, vous aviez tel état avant, tout allait bien pour vous, vous avez été vacciné, vous allez mal, le lien de causalité apparaît comme évident. Donc vous voyez, et on demande à titre subsidiaire, c'est-à-dire que si le tribunal considérait qu'il n'a pas assez d'éléments pour pouvoir se prononcer, on demande une expertise. Que le tribunal, à minima, ordonne une expertise. C'est-à-dire que l'ONIAM, eux, ils vont se prononcer sur les pièces, il va y avoir un entretien, bref, la personne va être entendue, et l'expertise va être faite en cours d'instruction du dossier. Devant le tribunal administratif, si le tribunal ne se sent pas, considère qu'il n'a pas assez d'éléments, il faut lui donner la possibilité d'ordonner une expertise. Et là, il va y avoir une expertise qui va être faite par... donc le tribunal va désigner des experts pour dire, voilà, est-ce que véritablement vous avez eu des effets secondaires suite à la vaccination. Donc, concrètement, la procédure la plus rapide, et c'est pour ça qu'il faut la faire absolument, c'est celle de l'ONIAM, où vous pouvez avoir potentiellement rapidement, en quelques mois, une solution où dit, si votre cas il est flagrant, bref, vous pouvez être indemnisé, soit de manière intégrale par rapport à vos demandes, soit de manière partielle. Là, c'est la procédure qui va le plus vite. Mais la procédure devant le tribunal administratif, elle prend plus de temps. C'est pour ça qu'il faut les faire en parallèle, parce que vous pouvez avoir des éléments de votre dossier ONIAM qui viennent nourrir la procédure devant le tribunal administratif. Et en tout état de cause, si vous obtenez pas gain de cause devant l'ONIAM, vous savez que votre procédure devant le tribunal administratif en responsabilité contre l'État continue. Et en parallèle, vous pouvez refaire une procédure contre la décision de l'ONIAM. Je suis allé un petit peu vite, mais c'était dans l'engouement. C'était clair? C'est vrai? Bon, vrai? Bon. Pour monter un dossier, il y a 30 minutes. Bon, voilà. Donc, après, je vous ai dit, quand on va rentrer dans la cuisine, le dossier ONIAM, etc., je vous dis, voilà, on forme un binôme avec Amine, on est, je pense, un des seuls binômes avocats et pharmaciens spécialisés en pharmacovigilance à monter ce genre de dossier. Donc, pour vous dire, voilà, on est sur une équipe solide. Moi, pour tout ce qui est demande indemnitaire contre l'État, alors, on n'a pas encore de retour pour cette demande indemnitaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui disent, oui, quand on attaque l'État, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance. Alors, moi, vous avez devant vous une des personnes qui a eu un des plus beaux succès, pas d'un point de vue médical, mais en faisant une requête indemnitaire contre l'État.
je représente le département du Puy-de-Dôme, j'ai obtenu, en attaquant l'État, 1,2 million pour tout ce qui est remboursement de l'hébergement d'urgence des étrangers en situation irrégulière. C'était le Puy-de-Dôme qui payait, et oui, ben, attendez, c'est à l'État de payer. En première instance, on a perdu, en appel, on a gagné, devant le Conseil d'État, on a gagné 1,2 million. Donc c'est pour vous dire que les actions indemnitaires contre l'État, elles peuvent aboutir. Voilà. C'est 1,2 million pour ce dossier-là, qui est un des plus gros récemment en action indemnitaire contre l'État. On n'est pas aux États-Unis. Si on était aux États-Unis, les sommes ne seraient pas les mêmes. Je serais arrivé avec ma Porsche et mon chauffeur en bas. Voilà. Ma fille, elle me dit, mais papa, si on était aux États-Unis, on serait millionnaire. J'ai dit, si on était aux États-Unis, je serais millionnaire, mais surtout si on était aux États-Unis, je ne serais pas avocat, parce que je n'aurais pas eu les moyens de faire la fac de droit. Donc si on était aux États-Unis, je serais plombier. Mais j'aurais pu être millionnaire en étant plombier. Donc voilà, c'est pour dire qu'on a un système où l'indemnisation, on n'est pas sur des millions de dollars. Mais on est sur des montants qui sont examinés de manière précise, il y a des barèmes, etc. Et donc il ne faut absolument pas hésiter à faire ces actions. Et voilà, je vous dis, pour l'ONIAM, on est à minima sur la prescription de 10 ans. Donc quoi qu'il en soit, là, on a une fenêtre de tir encore de 8 ans devant nous, sans aucun problème. Pour les actions avec l'État, on est sur une prescription de 4 ans. Donc ça va arriver vite à terme, mais il y a des gens qui se font vacciner tous les jours, encore maintenant. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, on a une grande fenêtre de tir, il faut partir à minima, voilà, on est sur du 10 ans. Donc ça va nous amener sur du long terme. Le délai, vous avez dit que c'est 10 ans à partir du début de la constatation des faits ou de l'événement qui a provoqué... Alors moi, je pars du principe que pour éviter de devoir se battre devant les juridictions sur le délai de prescription, je fais partir la date de vaccination. Voilà. Date de vaccination, comme ça on ne peut rien nous reprocher. Vous avez le papier, parce qu'on pourrait dire oui, mais c'est à la date du moment où vous avez signalé les effets secondaires. Il y a des personnes qui vont le signaler plus tard. Bref, on pourra ouvrir, mais je préfère dans ma communication faire courir les délais à la date de la vaccination pour que les gens se réveillent. Là, il n'y a pas de problème, la date de vaccination, c'est à minima le délai le plus lointain. Voilà, comme ça. 2025 en fait, parce que les premières vaccinations, c'était 2021. 2021, oui, tout à fait. C'est pour ça que pour la prescription quadriennale, c'est pour ça que je dis, on y arrive. Pour les dossiers ONIAM, on a encore du temps. Donc c'est pour ça que nous, on groupe les deux pour aussi permettre aux personnes qui font le dossier ONIAM éventuellement de faire le dossier État. Et si l'État nous dit c'est prescrit, on dira oui mais vous avez aussi le dossier ONIAM. Et si l'ONIAM rejette, on attaque le rejet de l'ONIAM. En fait, on veut permettre aux personnes que l'on accompagne d'avoir toutes les procédures, et même les procédures État qui peuvent être rejetées parce que prescrites, on les tentera parce qu'il y aura potentiellement une faille. Voilà. En tout cas, on couvre tout le spectre pour être sûr que les personnes qui ont eu des effets secondaires puissent faire des actions les plus larges possibles. Et comme je vous ai dit, si on était aux États-Unis, action contre un laboratoire, là on fait des demandes en millions de dollars. On n'est pas dans ce cadre-là. C'est possible d'avoir une idée du coût de la démarche, de la procédure? Du coût de la procédure? Oui, pour la personne qui l'entend. Alors, concrètement, là on est deux à travailler sur le dossier. On part pour la procédure écrite, sans représentation à l'audience, en expertise, etc. C'est-à-dire que la procédure écrite, on est sur du 3 000 € hors taxe, 3 600 TTC. Voilà. Mais c'est un tarif qu'on a voulu faire pour que ce soit le plus bas possible, puisqu'en général les assurances, les personnes qui sont assurées peuvent rembourser jusqu'à 2 000 €. Donc voilà.
j'espère qu'il y a des confrères qui vont m'écouter, qui vont pas dire putain, mais pourquoi il a donné un prix, nous ça va nous. Parce que voilà, on est sur le bas du bas de ce que l'on facture. Voilà. Les confrères à Paris, moi je suis à Clermont-Ferrand, je représente des gens, des médecins dans toute la France, et je sais que mes confrères, et j'ai des résultats, j'en ai parlé tout à l'heure, professeur Perron, j'ai obtenu son acquittement, le sénateur Houpert, il avait 3 sanctions, j'ai obtenu l'annulation de 2 sanctions. Vous voyez, j'ai quelques clients là sur ce tableau, et parmi ceux qui ont la plus forte notoriété, hein, eh bien, je sais que certains des personnes qui travaillent dans le même domaine que moi, qui ont le même type de clients, qui n'ont pas mes résultats, mais qui passent souvent sur TPNP et qui prennent entre 10 et 20 fois plus cher que moi. Pour parler vous dites qu'il y a une assurance, si j'ai bien compris. On ne donne pas de nom, mais c'est un gros. Non, on ne donne pas de nom. Quand vous dites une assurance qui prend en charge une partie de la procédure, c'est ça? Oui, oui. Vous faites allusion à la protection juridique. Protection juridique de votre avec la maison, oui, etc. Ceux qui ont une protection juridique. Oui, tout à fait. Assurance habitation. Exactement. Tout à fait. Il y a déjà des résultats. Non, il n'y a pas de résultats. Le diable non plus. Ah là, non plus. Ah, justement, c'est lié. Ma question, elle est sur le fait, qu'est-ce qu'on peut attendre dans la procédure haute, la meilleure des résultats? Est-ce que c'est d'ailleurs peut-être la mort ou pas la mort, je ne sais pas à terme, si c'est celle qui rembourse le mieux, je ne sais pas. La mort de la personne. La mort de la personne, à terme, le temps que la procédure se fasse, voilà. La personne meurt. Alors l'OMIAM, c'est la personne ou ses ayants droit. Hein. Oui, justement, c'est quand même la question, quel est le plafond haut et quel est le plafond de l'OMIAM comme celui de l'État? Quelle est la différence entre les deux? Alors, c'est clair, il n'y a pas de plafond. Enfin, pour l'État, moi je vous ai dit, le principe pour une demande indemnitaire État, c'est qu'il faut démontrer le préjudice. Je vais vous dire un truc tout bête. Vous voyez, pour le cas des étrangers, on avait apporté la preuve qu'il y avait 1,2 million de préjudice pour le département. C'est-à-dire qu'on avait des factures, tableaux Excel, etc. Là, je travaille pour un autre dossier dans le cadre d'un marché public sur un préjudice à 1,7 million. Et j'apporte 500 pièces, 500 factures qui n'ont pas été payées. Je n'ai pas l'honoraire de résultat, je peux vous dire. C'est sur ces dossiers-là. Donc, il y a 500 pièces. C'est-à-dire que le préjudice, si vous démontrez le préjudice, et je vais vous donner un exemple tout bête. C'est une addition, quoi. C'est une addition. Ouais. Le préjudice entre vous allez avoir 2 médecins. Vous avez un médecin qui est suspendu, qui a l'habitude de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, un autre qui va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Les deux vont être suspendus 3 mois de manière illégale. Celui qui obtiendra gain de cause, qui gagnait 10 000 euros par mois, il va obtenir 30 000. Celui qui gagnait 100 000 va obtenir 300 000. Voilà. Si vous avez le vaccin vous empêche de travailler, ça va être vos revenus. Si c'est Bill Gates que ça empêche de bosser, ça peut aller très très cher. Ça peut monter très très haut. Ok. Vous voyez? Ok. Et ça, c'est par rapport à l'État. L'OMIAM, il n'y a pas de limite. Ah non, ça c'est par rapport à l'État. Ah. Et l'OMIAM, on présente les mêmes demandes. Ah d'accord. Voilà. Okay. On présente les mêmes demandes. Non, mais ce que j'avais cru comprendre dans ma question, justement, que l'OMIAM était un peu limité dans son budget d'indemnité. Oui, mais on présente les mêmes demandes. D'accord. C'est-à-dire qu'on y va de manière plus élevée. Et ensuite, si l'indemnisation est partielle, on voit avec le client si ça convient ou pas. Mais moi, comme je dis toujours avec le client, il faut tout justifier, mais demander le maximum. Et de manière sérieuse. Voilà. On ne demande pas 10 millions parce qu'on a glissé sur une peau de banane dans un McDo en France. Donc, c'est pas le même. Il faut le faire de manière sérieuse. Okay. Ces demandes indemnitaires, voilà, il faut des pièces, il faut le démontrer. Et si on a de quoi démontrer, par exemple, j'ai des personnes qui n'ont pas pu payer leur crédit parce qu'elles ont perdu leur emploi, elles ont dû vendre leur maison. Et bien, on demande le prix de la maison. Ou alors, vous voyez, ce genre de choses. Il y a des personnes qui ont des préjudices énormes. L'OMIAM, justement, il ne peut pas forcément prendre chose, mais l'État, devant l'État, ça, on le met en avant. Préjudice direct. Et alors là, vous parlez de factures qui sont de
c'est des chiffres précis, c'est facilement démontable, mais si c'est... vous parlez de chiffres précis avec des factures, mais si c'est moral, si c'est lié à une personne qui est tombée fortement malade, qui s'est retrouvée seule dans sa vie parce que l'entourage l'a abandonné, parce que la maladie était trop difficile à gérer. En fait, là, vous avez de la jurisprudence, et vous savez que pour tel type de choses, vous pouvez avoir tel type de... C'est un exemple tout bête. Moi, dans un autre dossier, je représente une personne qui a eu une opération qui a manqué au niveau, justement, suite à un accouchement. Elle ne peut plus avoir de rapport avec son conjoint. Eh bien, on a des jurisprudences qui disent, voilà, le fait de ne plus pouvoir avoir de rapport intime s'étend. Donc, une grille pour tout, en fait. Grille et jurisprudence, on sait, les tribunaux, voilà, pour ça, on est rarement les premiers. Là, on va être les premiers. Mais vous voyez, par exemple, vous parlez d'éloignement social, moi je parle d'éloignement intime. On a des barèmes pour l'intimité. Et donc voilà, les juridictions ont à peu près tout chiffré. D'accord. Depuis le temps que ça a été fait. Exactement. Mais vous voyez là on est sur un terrain un peu inconnu. Comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont dire oui, mais en fait, ce vaccin, les effets secondaires, vous ne pouviez pas avoir autant. On tâtonne un peu, mais moi je suis quelqu'un, je fais de la responsabilité indemnitaire devant les juridictions administratives depuis très longtemps, avec des bons résultats, quand on a des bons dossiers. Mais c'est vrai que d'un point de vue, il faut les fondements juridiques, et voilà, ça on les a. Donc c'est des dossiers qui prennent du temps. Je suppose que s'il y a un dossier qui passe, ça peut aider les autres aussi à faire une jurisprudence. Forcément. Oui. Question sur l'Europe. Est-ce que l'Europe pourrait faire un troisième type de dossier qui permettrait d'indemniser les gens mieux ou moins bien qu'en France? Là, concrètement, je n'ai pas connaissance de ce genre de choses. Et ça serait, si vous avez des parlementaires européens dans vos circonscriptions, ça fait partie des genres de questions à poser. Voilà. Donc, en effet, ça peut être intéressant. Sur le breton, par exemple. Et vous parlez tout à l'heure de pièces d'expertise à ajouter au dossier si jamais il y a un doute, ou les reconnaissances des CRPV sont justement font partie des pièces. J'ai voté en touche, c'était Amine qui aurait pu répondre à cette question. Je suis désolé. Sur la question pièces, je vais voter en touche. Je ne voudrais pas dire une bêtise et qu'Amine me dise ensuite t'as dit n'importe quoi. Voilà. Comment ça se passe au niveau des tribunaux administratifs? C'est le juge qui juge ou c'est un comité? Non. Est-ce que c'est collégial? Oui. Par exemple? Alors, devant les juridictions administratives, c'est collégial. Vous avez un magistrat et 2 assesseurs. Et donc, ce sont eux qui jugent, en effet. Et soit la procédure est écrite. C'est assez important. Devant les juridictions administratives, contrairement à la procédure pénale, où vous avez les procès avec les effets de manche, ou même la procédure civile, où ça se plaide à la barre, la procédure administrative, c'est une procédure écrite. Et donc, il faut déposer les pièces. Et si le tribunal considère qu'ils ont assez d'éléments, ils peuvent se prononcer. Ou alors ils disent non, on va ordonner une expertise. Ils vont se prononcer sur l'expertise. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, du coup, ça en invite une deuxième. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là par rapport à ce sujet-là? Est-ce qu'on va se retrouver devant des choses qui vont être verrouillées? Est-ce que vraiment ils ont une liberté de juger? Alors moi, je vais vous donner l'expérience que j'ai. Elle est pour l'instant, à ce moment, devant les juges administratifs, c'est pour ça qu'il faut faire les procédures en lien. Elle est plutôt pessimiste, puisque on a des résultats qui, moi, m'ont un petit peu rendu pessimiste, mais je n'ai pas suivi ce genre de dossier. C'est les pompiers vaccinés qui, c'était contre, je ne me rappelle plus le vaccin, c'était il y a une dizaine d'années, ils n'ont pas obtenu gain de cause devant les juridictions administratives. Donc, pour l'instant, on n'a pas par rapport à la vaccination, pour d'autres vaccinations, parce qu'il y a d'autres procédures, voilà, on n'a pas eu de beaux dossiers qui permettent d'avoir des gains de cause
Vraiment, il a été tranché. Comment ça, les plaider la cause dans la loge franc-maçonne du quartier d'à côté? Le quartier de côté. Bah, d'où l'affaire va être jugée, pour être sûr que monsieur le juge soit informé. Quelle loge franc-maçonne? Bah, ça dépend du quartier où ça va être jugé. Alors franchement, moi pour m'intéresser un petit peu, vous avez des loges franc-maçonnes, enfin je parle de Clermont-Ferrand, hein. Il y en a qui vont être totalement derrière la mairie, vous avez tout le conseil municipal qui appartient à la loge, et puis vous en avez une autre qui va avoir toute l'opposition. Enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je sais qu'il y a des trucs différents. Donc moi, concrètement, les trucs sur les francs-maçons, machin, moi j'y fais pas attention. Enfin, pour moi, c'est de la politique. Enfin voilà, et donc un jour vous pouvez avoir une loge qui va être schématisée, qui va être au pouvoir, et un autre jour ça va être une autre loge. Clermont-Ferrand, hein, voilà. Aujourd'hui c'est le Grand Orient qui tient la mairie, demain ça pourrait être une autre loge qui tient la mairie. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a beaucoup de membres du conseil municipal qui sont au Grand Orient. Attention, hein. Le Grand Orient tient la mairie, c'est pas du tout ça. Ça serait une complot judéo-franc-maçonnique. Non, je suis pas du tout dans ce genre. Non, mais pour de vrai. Hein. Non, parce que je suis pas du tout les thèses complotistes, tout ça, moi. Non, mais sans être complotiste, on sait très bien que. Non, mais ce que je veux dire. Les gens se rencontrent et discutent. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça me passe au-dessus. Moi, ce que je trouve. Franchement, je vois tellement de problèmes de conflit d'intérêts, de copinage, tout ça, des trucs complètement dingues, hein, vraiment, vraiment dingues. J'en ai eu beaucoup, jamais avec les francs-maçons. Mais peut-être parce que je ne sais pas si les gens le sont ou pas. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de ça. Ah, il y a vraiment, vraiment, vraiment pas besoin de ça. Donc il y a de l'espoir d'être entendu. Il y a toujours de l'espoir d'être entendu. Moi, il y a une phrase d'Audiard que j'aime bien citer. Il dit la justice, c'est comme la Vierge, il faut la voir de temps en temps pour qu'on y croit. Ben justement, c'est pas souvent. Et moi, pourquoi je vous ai cité les 1,2 million, etc. Moi, de temps en temps, je la vois la Vierge. La personne, voilà. Et donc, j'espère que là, on ira tous à Lourdes. Cool. J'ai une petite question par rapport à la notion de temps. Vous avez dit que pour le moment, il n'y avait aucun dossier qui avait abouti. Ouais. Le plus lointain qui a commencé, et est-ce que vous avez une idée de ce dossier-là? À partir de quand là, on est sur les... Vous allez peut-être avoir une réponse? Non, pas encore. Vous savez pas? Rien du tout. Bon, vous êtes dans le brouillard complet pour... Ouais, tout à fait. Et le plus lointain, ça a commencé il y a... Oh, c'était 3 ans? Non, c'était cette année. Cette année? C'était cette année. 2024. 2024. Vous voyez autre chose? On est bon pour le temps là? Bah moi je sais pas, je crois que c'est bon. Hein. C'est bon. Il est la demi. Ça fait nickel. Ouais. On est bien là. Bah merci. Bon, ça sera diffusé sur Dépêche Citoyenne. Dépêche Citoyenne. Média indépendant. Alors juste si vous voulez des infos, donc moi c'est Thomas Benagès. Ah oui. Si vous voulez des infos, mon nom, vous allez sur Facebook. J'ai 2 Facebook. J'ai un Facebook où je parle de tous les éléments, de tous mes dossiers, médecins, soignants, etc. C'est Thomas Benagès. Et j'en ai un, Thomas Benagès avec Aminou Lille. Où là, voilà. Mais vous allez sur Facebook, Thomas Benagès, vous m'envoyez un message, vous voyez ce que je fais. Et donc voilà, c'est le plus simple. Thomas Benagès sur Facebook. Voilà. Alors pour moi qui suis complotiste, excusez-moi, mais j'aime bien un télégramme. Donc voilà. J'ai été shadowbanné sur Facebook. Non, mais déjà que j'ai pas WhatsApp, mes associés me disent mais t'as pas WhatsApp parce que j'ai récupéré le téléphone de ma fille, que c'est elle qui est à l'école, tout ça, machin. En fait, j'ai pas récupéré le téléphone de ma fille. Facile. Je me suis pris un nouveau téléphone pour moi, elle me l'a piqué, et du coup elle m'a fait... Je dis un petit conseil, c'est le Telegram... Avant de votre fille, c'est ça? Non, c'est que Telegram est un très bel outil. Ouais. Très sympa. J'ai beaucoup de clients qui me demandent à minima WhatsApp, Telegram. WhatsApp, il y a eu tellement de fuites avec les hackers WhatsApp qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, dès qu'on met quelque chose sur WhatsApp, c'est pas secret. Maintenant, c'est pas secret. C'est nickel, il a dit tout ça. Mais je sais pas si je crois encore sur le monteur. Je pense que je croirais jamais. Pour la téléphonie, surtout WhatsApp, c'est l'intérêt en fait. Ça permet de passer quand on est éloigné, dans Bourgogne, et si j'ai pas la Wi-Fi, etc., donc j'utilise WhatsApp parce que tous les autres réseaux ne fonctionnent pas bien. Et c'est une utilisation téléphonique qui est Telegram par contre. Là, j'ai des clients qui maintenant sont
professeur Perron, enfin, c'est clair que maintenant, déjà qu'il n'était pas trop apprécié avec ce qu'il vient de faire il y a 15 jours. Là, D'aller voir Trump. D'être invité par l'inauguration de Trump, par Kennedy. Donc, et en fait, il a préfacé son bouquin. Pourquoi moi je suis dans ce domaine aussi, là, tout ça? Parce que j'étais dans la maladie de Lyme avant. Ouais. Et toujours. Bien sûr. Et professeur Perron. Les indemnités aussi pour. Exactement, mais surtout pour la défense des médecins. Okay. Parce qu'ils se sont fait cartonner les médecins. Donc moi je représente beaucoup de médecins qui sont attaqués. On a deux stars internationales reconnues par la nationale française. C'est les deux stars, on les dégomme, mais c'était le cas de tas d'autres professeurs. C'est des médailles d'honneur qu'ils ont. Et donc moi Perron, pour l'instant, on parle de justice, là, voilà. J'ai vu la Vierge avec le professeur Perron, c'est que j'ai totalement sur tous les dossiers, j'ai gagné. Il a été blanchi aussi, on l'a blanchi sur des accusations de diffamation par rapport à ses interventions de Hold Up. Quand on est passé dans la 17e chambre à Paris, il a été totalement blanchi. Donc pour l'instant, Perron, je lui ai dit, voilà. C'est la Vierge. Je lui ai dit, c'est la Vierge, on a vu la Vierge. Et donc je lui dis, voilà, vous êtes en état de grâce, allez-y, vous pouvez communiquer, allez-y. Et il ne se prive pas. Donc après, il sera certainement rattrapé. Hein. Mais là, tout de suite, c'est le seul médecin à avoir été totalement acquitté sur les affaires Covid. Donc, je dis, allez-y, il ne se prive pas. Un peu comme Raoult aussi, il était équité de trucs, non? Pas du tout. Raoult, en première instance, il a pris une petite sanction, un blâme ou un avertissement, et en appel devant la Chambre nationale, il a été suspendu. Il est de médecine uniquement. De médecine. Il est scientifique, il y a les deux. Non, c'est en tant que médecine, pour la partie scientifique, sur les études, il y a sur la partie scientifique, les trois médecins, sur la partie médecine, les trois médecins avec le professeur avec qui il travaille, Brookie, Parola, Millon, qui sont à l'IHU de Marseille et ont produit l'an dernier l'étude sur l'hydroxychloroquine par rapport aux 30 000 personnes qui ont été traitées. Moi, je représente un des trois médecins. Je ne dirai pas lequel, mais on est entendu devant la JDHU, juridiction disciplinaire des personnels hospitaliers universitaires. Et en fait, ils ont fait une étude incroyable qui démontre que l'hydroxychloroquine fonctionne. En fait, le mois dernier, on nous a dit, dans les médias, à grand renfort de tambours et trompettes, l'étude de Raoult, elle a été retirée. L'étude de Raoult, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'étude de Raoult? C'est l'étude originale sur 36 personnes. 36 personnes, et donc cette étude, elle ne valait rien d'un point de vue méthodologie. Seulement Raoult, avec cette étude sur 36 personnes, il en a traité 30 000. Et à l'IHU de Marseille, les trois médecins, professeurs dont je vous parle, une fois que Raoult est parti, ils ont regardé les données des 30 000 personnes par l'INSEE. Les données, c'est pas l'INSEE, les données des 30 000 personnes. Et ils ont regardé ce que ça a donné sur ces 30 000 personnes. Et ils se sont rendus compte de quoi? Et les gars, c'est pas des anti-vax. Hein. Ils se sont rendus compte que l'hydroxychloroquine a eu un effet positif tant qu'il n'y avait pas eu de vaccination. Et à partir du moment où les gens ont été vaccinés, on est entre nous, parce que ça ne plairait pas. Oui, je coupe. Ouais, couper. Okay.